Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, très nombreux. Merci d'avoir renoncé à soutenir les Bleus face au Danemark pour venir dans cette salle de l'UNESCO réfléchir à la vieillesse. Bon, en même temps, c'est un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit vieux ou pas encore. D'ailleurs, ça fait plaisir, je vois beaucoup de jeunes dans cette salle, à moins qu'ils ne se sentent déjà vieux. Il paraît que Chateaubriand, à 27 ans, se sentait très très vieux. Parce que la vieillesse, c'est un sentiment et non une réalité. C'est ce qu'écrit Laure Adler dans La Voyageuse de nuit. Laure Adler, qui malheureusement est empêchée par un problème familial d'être avec nous cet après-midi, elle s'en excuse. Et si elle avait été là, elle nous aurait dit que la vieillesse, c'est une chance. La vieillesse, c'est un avantage, c'est une bénédiction. Alors une bénédiction qui est vécue par de plus en plus de monde, parce qu'on est de plus en plus vieux, on vieillit de plus en plus et on est de plus en plus en bonne santé, ça c'est une bonne nouvelle. Les Nations Unies prévoient un doublement des plus de 65 ans d'ici 2050. Donc oui, la population des pays occidentaux vieillit incontestablement. C'est une bénédiction pour certains et pour d'autres, c'est un poids, c'est une charge, c'est un fardeau. Ça coûte cher la vieillesse, les retraites, les soins, la dépendance. Les personnes âgées souvent sont isolées, souffrent de solitude. En France, 4 personnes âgées sur 10 n'ont pas de contact avec leur famille ou leurs enfants. C'est beaucoup. Et c'est pas nouveau en plus. Déjà en 1970, Simone de Beauvoir s'inquiétait du sort réservé aux vieilles personnes dans la vieillesse. Alors c'est vrai que les scandales et les dénonciations de maltraitance se multiplient dans les groupes d'EHPAD. C'est vrai que la pandémie de Covid a fait passer des heures difficiles à nos aînés. Mais les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 25 ans très bientôt. Alors comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir? Et est-ce qu'on peut vieillir sans devenir vieux? Voilà un peu les questions qui vont nous occuper cet après-midi. J'espère que vous serez très nombreux à interagir avec nos invités, à prendre la parole, à participer. C'est vraiment une discussion qu'on aura tous ensemble et pas une conférence, évidemment. Donc je vais vous présenter nos invités prestigieux qui sont là cet après-midi. Brigitte Tondusson, qui est annoncée, est souffrante. Malheureusement, elle ne peut pas être là non plus. Mais ne vous inquiétez pas. Voici, vous allez voir qu'on a quand même 3 invités très prestigieux. Et d'abord, il est écologue, chercheur, professeur d'université en écologie, en agronomie, auteur de travaux dans les domaines de l'environnement, la biodiversité, le développement durable. Il se présente lui-même, vous allez le voir, comme un râleur né. Son dernier livre, aux éditions Terre Vivante, La Terre et nous, que je vous recommande, et dans lequel il pousse un coup de gueule contre l'immobilisme, contre l'hypocrisie face des politiques face au réchauffement climatique. Il se dit plus africain que français, il va vous le dire. Il a vécu en Guinée, il est né en Alger, il a vécu au Maroc, à Madagascar, et il est scandalisé par le manque d'équité sur notre planète. Bonjour Roland Albignac. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Elle est cardiologue, médecin de santé publique. Elle a fondé le Conseil national de la vieillesse, dont le mantra est « Rien pour les vieux sans les vieux ». Elle revendique que la politique de la vieillesse soit pensée et décidée avec les intéressés. Elle a publié « Qui est vieux ici ? Les vieux sortent de l'ombre », édition Rue de Seine. Bienvenue Véronique Fournier. Et elle est originaire de Montréal, elle est réalisatrice, productrice de documentaires et notamment d'un film dont elle va vous parler qui s'appelle Troisième Nage, qui a été diffusé sur France 3 et c'est Maya Lussier-Seguin. Bienvenue. Et pour ma part, je me présente quand même aussi, je suis journaliste, je suis productrice et je m'intéresse moi aussi au bien vieillir. J'ai produit pour Canal+ une série documentaire qui s'appelle Une vie d'écart et dans laquelle j'ai emmené pendant 6 semaines une classe de maternelle tous les jours à l'EHPAD. Donc les enfants, au lieu d'aller à l'école l'après-midi, allaient dans un EHPAD, faire des activités validées par le rectorat et l'académie, mais avec des camarades qui avaient 90 ans. Et on a mesuré les bienfaits de ce lien intergénérationnel à la fois sur les personnes âgées et sur les plus petits. Voilà pourquoi on m'a demandé d'animer ce débat, enfin cette discussion plutôt, tous ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, mais d'abord, avant de vous la donner à chacun d'entre vous, je voudrais commencer par un tour de table, et un tour de table élargi, pour savoir de quoi on parle. C'est quoi la vieillesse? À quel âge on est vieux? Et pour reprendre vos mots, Véronique Fournier, qui est vieux ici? Personne apparemment. Ah si, il y a des mains qui se lèvent. On est âgé. On n'est pas vieux, exactement. Vous avez un âge pour la vieillesse?
Alors nous revendiquons le mot de vieux et de vieille. Je sais qu'il est provocateur, mais c'est fait exprès. C'est justement pour dire que peut-être il faut réfléchir autrement à la vieillesse et changer le regard que nous avons sur les vieilles et les vieux que nous sommes. Vous le revendiquez, vous l'assumez? Nous le revendiquons, nous l'assumons. Et au Conseil national autoproclamé de la vieillesse, nous disons que tous ceux qui veulent nous rejoindre le peuvent, à condition qu'ils disent « je suis vieux ». Voilà. Bon, c'est bien comme ticket d'entrée, finalement. Ticket d'entrée, voilà. Et ça peut coûter cher parfois, ça peut être difficile à dire. Mais qui est vieux ici? C'est vraiment pour nous absolument essentiel de se poser cette question. Parce que finalement, c'est toujours l'autre qui est vieux. C'est jamais soi. Il est toujours plus vieux que soi. Et même des jeunes. Nous, les vieux, on peut dire que les jeunes ont l'air vieux. Eh bien, nous pensons que si nous, les vieux d'aujourd'hui, nous n'assumons pas le fait de nous dire vieilles et vieux, il y a peu de chances que le regard de la société en général change sur la vieillesse. Or, c'est ça que nous revendiquons. Nous revendiquons que le regard de la société en général change sur la vieillesse pour arrêter d'être stigmatisé, déclassé, relégué et dans une position d'assister. On en reparlera tout à l'heure. On va en reparler. Mettre fin à l'agisme. À quel âge on est vieux, Maya? C'est drôle parce que hier, en préparant la conférence, j'ai été regarder sur le site de service public ou santé publique. Je me suis dit, j'ai tapé dans Google, à quel âge est-on vieux? Selon Google, on est vieux à partir de 75 ans. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est l'âge de mes parents, mais bon, mes parents ne sont pas vieux et tout. Et je me suis mis à réfléchir, quel est l'âge de la vieillesse? Et en fait, il y a des jeunes qui sont vieux, il y a des vieux qui sont jeunes aussi. Et en fait, je pense que la vieillesse, ou la vie, c'est un état d'esprit. Voilà. Alors justement, vous, Roland, vous n'êtes pas vieux. Hein. On peut le dire, vous avez 82 ans. Je l'assume. Voilà, vous êtes le seul homme de ce panel, donc honneur aux hommes. Encore en plus. On dit que la vieillesse, c'est l'enfance avec la sagesse en plus. Et vous, justement, vous vous présentez un peu comme un vieux sage. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone quand on s'est parlé. Vous ne manquez pas d'énergie, ça vous allez vous en rendre compte. Il ne manque pas de bagou non plus. Et vous avez une expérience très longue que vous voulez transmettre aux jeunes. Absolument. Oui, je suis un homme de l'Afrique. J'ai vécu plus en Afrique et Madagascar qu'en France. Et j'ai découvert en fait la France à l'âge de 11 ans. En 1951, en partant du Maroc avec une 202 Peugeot que mes parents avaient trouvée. Et je suis né à Alger, j'ai un frère qui est né en Guinée et ma sœur au Maroc. Vous voyez qu'on a, au fur et à mesure des affectations d'un agronome de l'agronomie tropicale qui était mon père, eh bien, on a voyagé. J'ai vu plein de choses très jeunes en Guinée, en particulier Guinée et Conakry. Et donc, voilà. Et je suis maintenant à 80 et quelques années. J'ai pu produire ce fameux livre qui est en fait un coup de gueule, hein, on peut l'appeler comme ça, parce que j'ai eu l'honneur de participer à la conférence de Stockholm en 1972, à Rio, au titre UNESCO en 92. On espérait avec Cousteau, je me rappelle les discussions à Rio, c'est formidable, ça y est, l'homme a compris ce qui se passait et on va enfin réagir. 92, ça fait 30 ans exactement. Et je m'aperçois que rien n'avance. Et j'ai vu ce qui se passait au Brésil, où la forêt brûle, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, hein, on est dans le délire absolu, il faut absolument faire un point là-dessus. Et est arrivé Covid existant, eh bien ça m'a cloué au sol parce que je suis un grand voyageur. J'ai fait peut-être 10 fois, 20 fois le tour de la planète, j'en sais rien. Et moi, la vieillesse, eh ben, je connais pas. Hein, dans la tête, j'ai 20 ans et je reste avec mon dynamisme. J'ai eu de la chance, le loto génétique m'a beaucoup servi. Et je me retrouve là, donc devant vous, à vous présenter ce livre. Et donc tout ce que j'ai créé avec Terre Vivante, c'est un livre qui reprend un peu tous les aspects de l'environnement de la planète et d'une mise au point générale. Je suis très en phase avec des gens comme Aurélien Barraud, Dominique Bourg, etc., Marc Dufumier, des gens qui étaient là, ou Francis Allais. Et donc on est proches. Et voilà. Donc j'ai fait ce livre, Regard et perspective
perspective, hein, il y a bien le mot perspective, d'un écologue et pas d'un écologiste. Vous comprenez la différence, je suppose, hein, c'est un scientifique qui parle et pas un politique. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, j'ai fait ce livre très bien illustré par Terre Vivante. Les photos sont aux 3/4 les miennes ou celles de copains qui m'ont aidé à faire le livre, parce que je suis pas... J'ai eu quand même beaucoup de conseils et de lectures derrière. Et donc, voilà, on a pu pondre ça à cet âge-là. Covid, je n'ai jamais connu. Je sais que je l'ai eu, puisqu'une sérologie a été positive au mois de mai, alors que donc je l'avais eu avant mai 2020, hein, puisque la sérologie était positive. Mais je suis quelqu'un qui a vécu en Afrique, qui a bu de l'eau des marigots pendant 10 ans, en 65, sans problème. Pourquoi? Parce que je parle, à la fin du livre, de Mithridate. Vous savez ce qu'est la mithridatisation, hein? Il faut acquérir des résistances et des anticorps. Eh bien, quand on est contaminé, on résiste mieux. Et donc, pour vivre vieux, il faut toujours faire du sport, faire travailler la carcasse. Je disais à Caroline, je suis dans un saut de sport et je fais 2 heures, 2 séances de gym, aquagym, aquawork, vélo, etc., pour entretenir ma carcasse. Voilà. Et ce livre, je me suis aperçu que des gamines de 3 ans, avec leurs parents ou leurs grands-parents, sont capables de voir toutes ces images, parce qu'il y a plus de 200 images et photos. Donc ça vaut une BD. Hein. Et en plus, c'est des images chocs. Et le poids des mots et le choc des photos, il est dans ce livre. Et donc, on peut discuter avec des gamins de 3 ans jusqu'à la fin de nos vies respectives. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments. Je vais très rapidement, j'ai promis à Caroline d'être court dans mes propos. C'est déjà écoulé là, non? Comment? On s'est déjà écoulé le temps. Ah ben si tu veux, alors j'en parle plus. Non, Roland a un vrai message à passer. Alors, la vieillesse ne l'intéresse pas du tout, comme vous l'avez remarqué. Ce qui l'intéresse, c'est la planète, c'est la Terre, c'est le développement durable. Et c'est son coup de gueule. C'est la Terre, les hommes, et je me dis, pourvu que les jeunes comprennent enfin qu'il faut faire quelque chose, nous sommes au pied du mur, hein, et il va falloir qu'on réagisse très vite maintenant. Et pour vieillir, il faut que la planète tienne le coup, sinon on ne pourra pas vieillir sur cette planète. Et sinon, la planète n'est pas en danger, absolument pas, la planète s'en remettra, la nature reprend ses droits. Je disais, hein, on a un voyage prévu pour aller à Tchernobyl, pour voir comment la nature se reconstitue. Et déjà, elle s'est reconstituée en très grande partie. Donc la nature, moi, ça ne m'inquiète pas. Par contre, l'homme, ça m'inquiète énormément. La disparition de l'homme, elle est pratiquement programmée si on continue comme on le fait. Voilà. Donc, je reprends bien sûr là toute l'évolution de la vie sur Terre, l'apparition de l'homme. Et vous savez, l'homme a 2 caractéristiques que n'ont pas forcément les animaux. Un cerveau qui est plus développé que les autres, même que le chimpanzé. Et puis surtout la main. Darwin avait déjà expliqué que la main, c'est la courroie de transmission qui permet de créer ce que conçoit le cerveau. Et c'est la seule espèce sur la planète qui est capable de faire ça. Même les singes ont une main, effectivement, mais beaucoup moins élaborée que la nôtre. La nôtre, un chirurgien, un peintre, peut aller dans le détail, ce que ne peut pas faire un animal. D'accord? Voilà. Donc je reprends un peu tous ces éléments. Alors j'ai pris des notes pour rester court, parce que sinon je vais m'emporter. Ça marche bien. Là, on est encore ce soir-là. Hein? Donc, notamment, si vous voulez, d'où vient l'homme, comment il est apparu, etc. Vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Les problèmes de la déforestation et toutes les conséquences de cette déforestation pour de l'agriculture et de l'élevage et autres cochonneries, on va dire, dont on a besoin. Et actuellement, l'Europe, hein, Francis Allais ce matin disait, il n'y a plus une forêt naturelle en Europe, hein, elle n'existe plus, c'est que des forêts secondarisées, anthropisées, actives, plantées par l'homme. Donc les forêts qui restent, eh ben, c'est les forêts boréales et les forêts tropicales. Et on est en train maintenant de les grignoter, comme on a grignoté à l'époque romaine les forêts d'Europe. Donc c'est une vraie catastrophe et il va falloir revoir tout ça. Bien. Et pourtant, ces forêts captent le CO2, rentrent dans les fameux puits de carbone, mais partiellement. Vous savez que le meilleur puits de carbone... Oui, mais... Oui, la vieillesse s'exprime. La vieillesse s'exprime et elle va avoir le droit de parler. La vieillesse a des choses à nous dire.
Voilà, la vieillesse a des choses à vous dire, parce Mais que c'est la vrai que- vieillesse, elle doit transmettre aux jeunes son savoir. Mais je pense que les gens qui sont ici, qui participent à l'Université de la Terre, ont cette conscience, Oui. cette préoccupation de la planète, puisqu'ils Oui. sont venus ici à l'UNESCO. Donc il y a beaucoup de choses. Ce coup de gueule, il est partagé, je pense, par beaucoup de monde dans la salle. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut revenir à notre sujet, Roland, Oui. sur la vieillesse. Si vous voulez, alors on peut revenir, voilà, hein, vous avez compris. Et au fur et à mesure, vous pourrez nous donner des Et petits je éléments incite sur par des questions, par sur le la débat. planète. Voilà, on Mais enrichira c'est par un le débat. passionné et Pas de c'est ça problème. qui lui permet à 82 ans d'avoir cette forme olympique Oui. et cette énergie. Maya, dans troisième nage, vous avez suivi 4 nageurs seniors qui ont presque autant d'énergie que Roland. Ils ont entre 80 et 101 ans. Il y a du niveau. Il y a du challenge, niveau, oui. c'est ça. Ils ont participé au championnat du monde de natation et vous souhaitiez, je crois, mettre en lumière justement le bien vieillir. Oui, le bien vieillir, ou disons, donner une plateforme à ces personnes pour qu'elles s'expriment. Parce que généralement, je sais pas, je pense que beaucoup de personnes ici sont concernées, on donne très peu la parole aux personnes âgées dans les médias. Et pour vous raconter un peu l'histoire de comment je suis arrivée sur ce sujet, je suis une ancienne nageuse semi-professionnelle et quand je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. J'ai décidé de m'inscrire dans un club de natation et j'ai recommencé à nager. Je suis rentrée dans les masters. Et lors de ma première compétition, la personne qui était en course avant moi était un homme centenaire, Jean Limput, qui concoursait pour faire le record du monde du 100 mètres nage d'eau. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, en fait. Il y a des personnes de plus de 80 ans qui s'entraînent régulièrement pour faire des compétitions, pour se dépasser, pour continuer, en fait, à faire pour faire de la compétition. Voilà, Oui, c'est pour ça, se du dépasser. challenge et se mettre en Exactement. challenge eux-mêmes. Et en fait, ça bousculait complètement les idées préconçues en fait que j'avais. Et je me suis dit, tiens, il y a un sujet à faire. Il faut creuser. Et donc, je les ai approchés. Et vous en avez suivi 4 en particulier qui sont impressionnants par cette compétition et par leur force physique. Alors, on a plein d'exemples, Véronique, là, avec le film de Maya, avec Roland, qui est intarissable de cette force, de cette bonne santé, tout en étant vieux. Mais vous, justement, vous êtes médecin, vous êtes cardiologue, mais pour vous, la vieillesse, c'est surtout pas un sujet médical. Non, tout à fait. C'est une chose que j'ai découverte au fur et à mesure de mon exercice médical, effectivement. Mais je voudrais surtout revenir sur ce terme de bien vieillir. C'est une injonction qui me dérange un peu parce que on fait ce qu'on peut avec la vieillesse et que parfois on peut... Qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir? Est-ce que ça veut vraiment dire être un sportif de haut niveau à 100 ans? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a 36 autres façons de bien vieillir. Donc, j'écoute cette injonction avec suspicion d'une certaine façon. Tant mieux pour ceux qui peuvent et tant mieux pour Roland s'il ne se sent pas vieux. Mais il me semble que quand même généralement quand l'âge avance, on sent que l'âge avance. On le sent dans son corps, on le sent aussi dans sa tête et puis on le sent dans son rapport aux autres et dans son rapport au monde. Et ça nous fait réfléchir à ce que c'est que la vie, ce que c'est aussi que l'obsolescence et peut-être ce que c'est que la mort et peut-être que cette sagesse de l'âge qui avance est finalement aussi intéressante à concevoir et à regarder en face. Voilà, donc plutôt vous parler du Conseil national autoproclamé de la vieillesse, effectivement. Pourquoi nous avons pensé qu'il était important de créer ce mouvement ? D'abord, c'est un mouvement citoyen, c'est-à-dire que je parle moi au nom de moi-même et comme je viens de le dire, il y a plein de personnes qui vieillissent différemment et qui ont chacun des spécificités. Et donc, nous avons décidé de ne pas avoir beaucoup plus de mantras que celui que vous avez évoqué tout à l'heure, rien pour les vieux sans les vieux. C'est-à-dire, construisons ensemble notre vieillesse, prenons en main le sort qui va nous être réservé quand on est vieux, parce que finalement, nous ne sommes pas très heureux, nous, les jeunes seniors, puisqu'on peut dire ça quand même, il y a seniors et seniors, il y a des gens qui ont 65 ou 70 ans, et puis il y en a qui en ont 80, 85 ans, et puis il y a aujourd'hui des gens qui ont 95, 100 ans.
Et peut-être que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être dans ces 3 tranches d'âge différents. Et donc nous nous sommes dit qu'il était temps de réfléchir à si nous avions envie de vieillir comme ce qu'on propose dans notre société aux gens qui ont 95 et 100 ans aujourd'hui. Et si nous avons créé le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, c'est en grande partie parce que nous ne sommes pas très fiers de la façon dont aujourd'hui la société prend en général en charge. Je fais bien attention à mettre des guillemets parce que bien sûr qu'il y a plein de gens pour lesquels ça se passe très bien, mais il y en a aussi beaucoup pour lesquels ça ne se passe pas si bien que cela. Donc c'était ça l'idée. Et c'était de se dire comment nous pouvons faire pour faire quelque chose sans attendre qu'il y ait une loi grand âge, sans attendre qu'il y ait de grandes décisions qui soient prises au niveau national, qui manifestement ne viennent pas. Parce que ça fait au moins 3 quinquennats que nous attendons une loi grand âge et que nous attendons qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur la table pour aider à payer la grande dépendance. Il nous semble qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en attendant. Et les 3 choses que nous revendiquons au Conseil national autoproclamé de la vieillesse sont les suivantes. Premièrement, qu'on arrête de nous considérer comme tous pareils à partir du moment où nous sommes vieux. Ce n'est pas parce que nous sommes vieux que nous n'avons pas une vie derrière nous, une singularité, un parcours particulier, une compétence particulière, une histoire que nous voulons voir respectée. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un EHPAD, par exemple, personne ne sait quelle a été la vie de ceux qui sont là. Ils sont les mêmes pour tout le monde et ils sont en général un numéro de chambre, peut-être une pathologie, mais ils ne sont pas une personne singulière avec une histoire et un parcours et une identité et des choix particuliers à respecter. Donc ça, c'est la première des revendications. La deuxième, c'est de dire, attention, comme le signalait Caroline tout à l'heure, nous sommes quasiment 25 à 30% aujourd'hui de la population à avoir plus de 65 ans. Et comme vous le savez... Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes dans cette salle. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus jeunes dans cette salle. Mais comme vous le savez, les politiques de la vieillesse aujourd'hui sont souvent pensées par des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui ne se rendent pas compte que prendre un ascenseur qui a des portes très lourdes, c'est parfois compliqué, qu'avoir 4 codes d'accès pour entrer dans son immeuble quand on a 75 ans, c'est parfois compliqué parce qu'on ne voit pas les touches, parce qu'on se mélange dans les codes, parce que, etc. Que sortir dans Paris, aller faire des courses quand on a un certain âge et qu'il y a des vélos, des trottinettes et des gens qui circulent en parlant dans leur portable, en regardant devant eux et sans savoir qu'il y a d'autres sur le trottoir, c'est parfois dangereux pour les personnes âgées, etc. Et donc, il nous semble qu'aujourd'hui, beaucoup de ces petites politiques, petites décisions d'organisation de la cité devraient être prises en tenant compte des problèmes et des difficultés des personnes les plus âgées, pour l'habitat, pour la mobilité, pour l'accès à la culture, pour l'accès aux transports, les transports en commun ou le train, pour des tas d'aspects de la vie collective. Donc c'est ça que nous demandons. Nous demandons que la société évolue en tenant compte un tout petit peu du fait que 30% de la population a du mal sur certains aspects de la vie. La fracture numérique, par exemple. Qui n'a pas vu combien un certain nombre de personnes, à partir d'un certain âge, ont du mal à réserver un billet de train sur l'application de la SNCF. Alors là, il n'y a pas que les personnes âgées qui ont du mal à réserver un billet de train. Il n'y a pas que les personnes âgées qui ont du mal. Bon, vous voyez, je vais arrêter de vous donner des exemples, vous avez compris. Mais les consulter les intéressés avant de prendre la moindre décision de politique publique. Et la c'est l'objectif de votre conseil. Voilà. Et la troisième revendication, c'est de dire, eh bien, c'est pas parce que nous avons 80 ans que nous ne pouvons pas apporter quelque chose à la société, comme en a témoigné Roland ou comme en témoignent les grands sportifs de Maya. Et nous voulons, nous, être une ressource active et reconnue comme une ressource active de la société. C'est extrêmement important. Alors, voilà, nous invitons tous ceux qui veulent nous rejoindre à nous rejoindre parce que nous ne serons une force politique et interlocutrice des pouvoirs publics que si nous sommes nombreux. Tout le monde peut nous rejoindre. cnav.demain@gmail.com. Il vous suffit d'envoyer un email. Et de dire « je suis vieux ».
Un petit mot pour finir, juste en tant que médecin. Oui, la vieillesse n'est pas un problème médical. C'est un problème existentiel, si tant est que ce soit un problème. Mais ce n'est absolument pas un problème médical. Et le souci, c'est que ça a été relégué à la médecine. Et finalement, la seule chose qu'on a faite pour la vieillesse ces dernières décennies, c'est d'en faire un problème médico-social et de médicaliser extrêmement la vieillesse. Et donc, nous pensons que nous avons été trop loin dans cette direction-là, qu'il faut reprendre les choses complètement différemment et qu'il faut, au contraire, demander aux personnes vieilles comment elles ont envie de vieillir, les aider à vieillir comme elles en ont envie, éventuellement jusqu'à leur dire que oui, elles peuvent peut-être aussi décider des conditions de leur mort. Et c'est un sujet qui mérite d'être travaillé par eux spécifiquement. Maya, vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais. Je trouve ça super, très très intéressant ce que tu viens de dire. Et ce que je voulais rajouter sur le film Troisième Nage, c'est que je n'ai pas seulement suivi 4 nageurs seniors de manière un peu candide, en fait. La natation, c'était vraiment, en fait, c'était un prétexte pour parler de thématiques beaucoup plus profondes et reliées justement au troisième âge, dont la solitude, le corps qui lâche, les gens qui nous quittent. Et un truc qui m'avait énormément marqué, c'est que quand je les ai approchés pour leur demander « Est-ce que vous seriez prêts à ce que je vous suive pendant 1 an ?», la première réaction a toujours été « Mais qui est-ce que vous voulez que ça l'intéresse ?» Tout le monde, il me disait « Je suis une personne senior, vieille, normale, ça n'intéressera personne à la télévision. » Et en fait, je raconterai après la suite, mais il y a eu un énorme écho dans les médias parce qu'il y a une demande, parce qu'on a envie d'entendre justement la parole de ces personnes. Roland, vous nous l'avez dit, vous avez 2 heures de sport par jour. C'est votre secret pour bien vieillir. Du vélo dans une salle, du vélo dans l'eau. Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas être comme un pied de tomate en serre. Je n'ai pas bien compris. Absolument. Nous vivons de plus en plus, je parle des pays développés. Et là aussi, c'est le vieux sage africain qui explique, nous devons avoir un pacte avec la nature et un pacte avec la mort. Nous n'arrivons pas, dans nos civilisations modernes, à accepter la mort. C'est une véritable catastrophe et c'est le lien nature-homme. Vous voyez, ça rejoint, l'écologie est dans tout. Et c'est ça que je voulais dire, et c'est de cette manière que je voulais m'exprimer. Hein. C'est un témoignage. J'ai beaucoup vécu en Afrique. Les Africains ont plein de choses à nous apporter au niveau de la gestion de la vieillesse. Nous sommes complètement ubuesques en termes de relationnel. Dans les générations anciennes, du début du XXe, il y avait des grandes familles, les vieux étaient intégrés dans la maison, dans l'aide familiale, etc. Si vous allez en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. On n'abandonne jamais un vieux. Je suis allé au Mali à l'époque de la canicule que nous avions connu avec ce désastre des gens morts de chaleur, hein, par les canicules de l'époque. Les Maliens m'ont dit « Mais vous êtes fous en France, vous laissez mourir vos vieux ». Ils ne comprenaient pas, parce qu'eux m'ont dit « On ne peut pas laisser tomber notre famille, on s'occupe des vieux ». Et c'est les familles qui gèrent les vieux, ce n'est pas la société. Nous sommes maintenant dans un système complètement artificialisé, complètement fragilisé. Nous sommes dans une bulle. Nous vivons maintenant dans une bulle où on veut une température constante, une humidité ni trop ni pas assez. Et vous savez, les pieds de tomates produits en serre en Hollande, eh bien nous sommes là, nous sommes des gens de plus en plus fragiles et bien sûr en vieillissant on ne s'arrange pas. Et donc on continue à aller et à de moins en moins accepter la mort. Moi, vous savez, j'ai écouté les derniers discours d'Axel Kahn, c'était remarquable. Il est mort dans la dignité absolue. Eh bien, pour moi, la mort, c'est pas un problème. Je l'accepterai quand elle viendra, je l'accepterai telle que. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, en Afrique, la mort, elle fait partie du mode « il faut mourir ». Ils l'acceptent tout à fait. Et du reste, quand il y a des cérémonies à Madagascar en particulier, quand vous avez une cérémonie d'enterrement, c'est une véritable fête.
C'est pas du tout une mort où tout le monde pleure, c'est une mort où on fait la fête, où on tue des zébus, où on invite tout le village à participer à la mort de défunts, parce que plus il y aura une fête importante, plus on se rapprochera des ancêtres une fois disparus. Voilà, et ça aussi, nature, culture, nature, mort, et tout ça, c'est un pacte qu'il faut absolument reprendre et s'inspirer de ces civilisations qui ont encore gardé ce système. Merci. Faire un pacte avec la mort. N'hésitez pas, si vous voulez réagir, poser des questions, dire ce que vous en pensez. Oui, monsieur, vous avez peut-être un micro. Non, vous n'avez pas de micro. Il y a des micros, je crois. Merci. Merci. Mon épouse ici et moi-même, nous faisons partie du club des octogénaires. Voilà. Alors, à la différence de vous, madame, nous ne nous présentons jamais comme étant des vieux. Nous sommes des gens âgés, bien entendu. Quand on regarde nos cartes d'identité, nous sommes âgés incontestablement. Nous avons plus de 80 ans. Bon, très bien. Nous avons tous les deux 6 enfants, 10 petits-enfants. Et pourquoi je dis que nous sommes âgés mais pas vieux? Parce que on est vieux quand on n'a plus de projet. Quand on n'a plus de projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus se projeter dans l'avenir. Avoir des projets à court terme, à long terme, voilà. Et alors, quand je dis ça, eh bien, il y a une dimension qui n'a pas été vraiment évoquée, c'est la dimension économique. C'est-à-dire que si on a les moyens, eh bien, on peut mieux vieillir que si on est fauché. Alors, je crois que là aussi, il faut prendre cette dimension économique vraiment en compte pour bien vieillir. Voilà. Véronique, vous voulez réagir ? Alors c'est notre prochain sujet, effectivement, l'argent des vieux. C'est un vaste sujet. On peut dire quelques petites choses là-dessus, mais je ne vais pas rentrer de façon très approfondie dans le débat, puisqu'il est devant nous. Les vieux sont beaucoup plus riches qu'il y a 50 ans, en France. À l'époque où Simone de Beauvoir a écrit son livre, qu'évoquait tout à l'heure Caroline, effectivement, la vieillesse, la vieillesse était dans la misère, une grande partie de la vieillesse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que 60% de notre PIB est aux mains des plus de 60 ans. Ça pose question quand même, parce que qu'est-ce que ça veut dire sur la mobilité de l'épargne française et la capacité du pays à se renouveler sur le plan économique, industriel et actif. Il y a aussi une question qui concerne les grandes inégalités. Vous l'avez dit, il y a des vieux qui ont plus de moyens de bien vieillir que d'autres, ou des personnes âgées. Je ne vais pas me battre là-dessus, je veux bien qu'on dise les personnes âgées si vous le souhaitez. Mais voilà, la situation est extrêmement disparate. D'autre part, nous continuons d'être un poids important pour la société, et comme vous le savez probablement, l'argent nécessaire, qui serait nécessaire à la prise en charge de la dépendance pour tout le monde, serait de 15 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui le pays est prêt et a 15 milliards à consacrer de plus à la prise en charge de la vieillesse? Si oui, sur quel argent? Enfin, où est-ce qu'on prend ces fonds? Et chez qui? Donc les questions sont extrêmement larges sur la question économique, effectivement, de la vieillesse. Mais vous disiez justement tout à l'heure, on n'est pas satisfait de la façon dont la société prend en charge les vieux. Est-ce que c'est à la société de gérer la vieillesse? Alors, une fois de plus, ça dépend quoi de la vieillesse? Mais la dépendance, par exemple, est-ce qu'il y a une grande différence entre les soins qui sont nécessaires pour une bonne prise en charge de la dépendance et les soins qui sont nécessaires pour un autre type d'atteinte fonctionnelle malade? Je ne suis pas sûre que la dépendance ne relève pas de la même chose. Il y a des gens qui vivent très vieux, et à partir du moment où on vit très vieux,
il y a une espèce d'usure qui s'installe. Et cette usure, elle peut toucher la façon de marcher, la façon de voir, la façon d'entendre, la façon de manger. Et tout cela, est-ce que c'est des pathologies ou est-ce que ce n'est pas des pathologies? C'est où la limite entre ce que doit prendre en charge la sécurité sociale et l'assurance maladie et ce que doit prendre en charge uniquement l'individu? Ce sont des questions qui sont devant nous. Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens d'assumer ce genre de choses. Et peut-être que là, la société doit effectivement les aider. Alors on vieillit mieux en effet quand on a un peu d'argent plutôt que quand on est fauché, et on vieillit mieux quand on est en bonne santé et en forme comme Roland, quand on a gagné au loto génétique comme il dit. Vos champions, Maya, qui participaient au championnat de natation, quel était leur secret pour rester en forme face en effet aux muscles qui se ramollissent, aux jambes qui nous lâchent? Quel était leur secret de bonne santé? Je pense qu'il n'y avait pas de secret. C'était juste... J'ai suivi 4 personnes, donc Jean, Yvette, Christiane et Michel. Et en fait, elles avaient tous chacun un parcours différent. Elles m'ont confié dans le film que c'était toujours très dur, en fait, d'aller à la piscine. Donc, c'était pas des gens qui disaient c'est facile d'aller nager, je suis heureux de me lever le matin, je suis heureux d'aller chercher mes médailles. Non, c'était plus profond. C'était j'ai besoin d'aller à la piscine parce que je me sens très seule, en fait, chez moi, et que le sport me permet, en fait, de rencontrer des gens, de sociabiliser. Et ça a été un point qui a été soulevé dans le film et qui m'a particulièrement marqué, auquel c'est vrai que j'avais pas fait attention à l'époque parce que j'avais 25 ans et que c'était pas quelque chose que je voyais auprès de mes grands-parents. Mais ça a été le point commun entre tous les témoignages, c'était la solitude de la personne quand elle vieillit. Voilà. Et c'était la raison pourquoi elle allait à la piscine. Mais c'était pas facile. Voilà. Mais alors, oui, la solitude, et pour ça, il y a effectivement le sport, la notion de loisir, de plaisir qu'il faut absolument privilégier. Vous ne comptez pas prendre votre retraite, vous, Roland? Ah, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, je suis toujours occupé. Et avoir fait un livre, c'est faire du sport, c'est faire marcher les jambes. Entre la tête et les jambes. Et dans la mesure où nous pouvons le faire, c'est pas en étant devant la télévision toute la journée en mangeant des cacahuètes et des chips qu'on va s'en sortir. Donc, il faut se déplacer, il faut voyager. Moi, je suis un grand voyageur et j'assume, j'ai beaucoup pollué pour ça, mais c'est pour une cause qui est, c'est-à-dire s'occuper des grands problèmes de la planète, qui sont les problèmes de l'environnement, qui transcendent en fait énormément de difficultés sociales dont on parle ici. Par exemple, aller faire du sport, j'ai effectivement autour de moi plein de gens de mon âge qui viennent faire du sport, je ne suis pas le seul, et ils viennent parce que c'est un lieu de convivialité. Nous manquons absolument de convivialité. Notre tête, notre système, nous sommes des animaux sociaux. Eh bien, un animal social, il faut qu'il ait du contact. C'est pas par Internet et par des amis du réseau, tout ce que vous voulez, qui va créer un véritable contact. Il faut revenir les pieds sur terre. Revenir, encore une fois, je reviens sur ces pays d'Afrique qui, en plus, n'ont ni sécurité sociale, ni retraite, ni chômage. Le tiers de la planète est encore sans rien. Donc imaginez ces gens-là, eh bien il faut bien qu'ils vivent. Heureusement qu'ils ont le lien social, sinon ça serait l'hécatombe. Voilà. Le lien social est aussi la possibilité... Pardon, je te coupe. Oui. Mais... Pas de problème. Le lien social, mais comme Véronique disait aussi, la possibilité physique, en fait, de pouvoir le faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, et il y a la possibilité physique et la possibilité aussi de pouvoir se rendre sur les lieux, en fait, aussi. Je prends l'exemple de Jean Lemput, il était centenaire, il venait de rentrer dans un EHPAD, et sa famille ne pouvait pas l'amener, en fait, régulièrement nager. Donc c'est vrai que ce qu'il a fait, il a demandé, quand il est arrivé dans l'EHPAD, est-ce qu'on peut passer un mot dans le journal du coin pour essayer de trouver un entraîneur qui viendrait en fait me chercher une fois par semaine? Il a eu la chance en fait d'avoir quelqu'un qui s'est dit je vais prendre sur mon temps personnel pour aider ce monsieur, ce centenaire qui a envie de continuer à s'entraîner. Mais tout le monde en fait n'a pas eu cette chance et donc ça revient exactement à ce que tu disais, que oui, il y a ces personnes âgées qui arrivent à maintenir une activité physique, mais c'est pas toujours
c'est pas toujours une question juste de pas pouvoir, hein, c'est pas une question de vouloir, des fois c'est une question de pouvoir. Voilà. De pouvoir physiquement et d'avoir l'occasion, l'accompagnement, les infrastructures, les opportunités. N'hésitez pas à lever la main quand vous le souhaitez. Alors, allez-y. C'est bien. Alors là-bas, ça s'est levé en premier. Je ne sais pas si vous avez un micro. Ouais. Oui, j'ai un micro. Moi, il y aurait 2 sujets sur lesquels j'aurais bien aimé vous entendre. Moi, je discute assez régulièrement avec ma grand-mère et elle me dit c'est fou, au marché, j'arrête pas d'entendre des vieux qui se plaignent des jeunes d'aujourd'hui, alors que je trouve que vous êtes absolument formidables. Et du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis sur parfois la fracture qu'on peut entendre entre les jeunes et les vieux. Et vous en parliez, Véronique, de cette volonté pour les vieux d'avoir vraiment Qu'on change le regard, une action dans la société aujourd'hui. Et est-ce que justement cette action, ça pourrait pas être, comme l'évoquait Roland également, la transmission envers les jeunes et les jeunes générations? Bien sûr, et non seulement la transmission, mais l'aide probablement à la réalisation de leurs projets, de leurs objectifs. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a le temps et la disponibilité sans enjeu personnel quand on a un certain âge. Et ça, c'est un cadeau qu'on peut faire aux jeunes s'ils en ont envie. Et c'est tout cela qu'il faut qu'on développe, bien sûr. L'intergénérationnel, c'est une des clés pour continuer de vivre en lien et continuer d'être actif dans la société, de lui apporter quelque chose. Aujourd'hui, la société ne va pas très bien. Et donc, nous, qui sommes en dehors du parcours, d'une certaine façon, qui avons déjà atteint l'âge de la retraite, nous sommes prêts, beaucoup d'entre nous, à donner de notre temps, et du reste, il y en a beaucoup qui le font déjà, à donner de notre temps à la société et aux jeunes pour les aider à porter leurs projets. Cette richesse, ce savoir, cette expérience, ces conseils, c'est une richesse dont on se prive aujourd'hui clairement dans notre société parce que les générations vivent séparées. Oui, enfin, c'est pas toujours vrai, hein. Moi, je vois plein de personnes dans la salle que je connais qui sont investies dans la transmission et qui sont investies dans l'aide justement à la réalisation des projets des jeunes. Donc, l'autre jour, j'étais comme ça avec des personnes très âgées qui ont dit on va faire une grève des vieux. Qu'est-ce qui se passerait dans le pays si on faisait une grève des vieux? Il y a quand même 70% des bénévoles aujourd'hui qui sont des gens de plus de 65 ans, qui vont chercher leurs petits-enfants à l'école, qui font tourner les associations, qui font tourner les municipalités, etc. Donc ça existe quand même. Faisons-le. Mettons en place la grève des vieux. Oui, allez-y, monsieur. Si ça va marcher, je pense. Mettez-le bien devant la bouche. Alors, en fait, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que le titre, c'est « La vieillesse a de l'avenir ». Est-ce que l'avenir de cette vieillesse ne se construit pas au détriment de l'avenir de la jeunesse? En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. On a brûlé les planches du bateau sur lequel on était tous. On finit de brûler les planches et on s'en fout que le bateau coule. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger avec plus d'intensité que ce que vous venez de décrire? Alors Roland, vous avez brûlé les planches du bateau. Oui, alors moi j'ai un souci, on ne voit, vous voyez les personnes d'un certain âge comme un cas particulier. Ça se construit très jeune. Si vous voulez, dans nos sociétés, vous avez entendu parler du lien santé, alimentation, tout est lié dans le problème de la santé. Et la vieillesse, ça se prépare très tôt. Ça se prépare quand on est jeune. À partir de 30 ans, nous sommes dans un système biologique de vieillissement. Hein. L'aptitude à apprendre, par exemple, elle est extrêmement développée chez les gamins, chez les jeunes, mais après 30-40 ans, c'est fini. On vit sur nos acquis. On devient des vieux biologiquement parlant. Mais je crois et ça se prépare, tout ça. Ce que disait monsieur, il me semble, c'est un peu quelle planète est-ce que vous allez nous laisser, et vous avez bien vécu et maintenant on demande à la jeunesse de s'occuper de la vieillesse alors qu'elle a brûlé toutes les ressources. Voilà, ça, monsieur, j'ai bien compris ce que vous disiez. Voilà, alors qu'on a brûlé toutes nos ressources. Hein. Nous, le charbon, on l'a tout brûlé, on n'en a plus. Donc maintenant on est vertueux pour le charbon, parce qu'effectivement en France on l'a tout.
OK? Mais on l'a consommé. Et vous savez que le CO2, ça reste dans l'atmosphère pendant un siècle. Donc, pour que ça se dégrade. Donc, actuellement, les problèmes de climat qui touchent les jeunes comme les vieux, eh bien, on les subit parce que nous, pays occidentaux, nous avons pollué pendant un siècle et demi. Et la santé s'en retrouve touchée, et les vieux, bien, sont encore plus touchés. Il faut, vous voyez encore une fois, le lien environnement, santé, alimentation, etc. Et c'est en permanence ces liens qu'il faut reprendre. L'approche systémique. Je suis pour une approche transdisciplinaire et systémique, fonctionnement des systèmes. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'y arrivera pas. Véronique, ce lien intergénérationnel, il est abîmé par ce ressentiment peut-être qu'il peut y avoir des jeunes envers les vieux qui ont abîmé la planète, pour le dire vulgairement. Alors, je crois que c'est une position qu'il faut entendre, parce que c'est un argument qui vient à l'esprit, évidemment. Mais on en a entendu d'autres de réactions. Moi, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de rupture intergénérationnelle. Et en tout cas, je pense que ça serait très mauvais qu'elle existe, cette rupture intergénérationnelle. Ce que je pense, c'est que peut-être qu'on n'a pas tout bien fait et peut-être qu'effectivement, on a trop consommé, trop pollué, etc. On s'en rend compte collectivement et on se réveille collectivement aujourd'hui. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, s'ils avaient été jeunes hier, peut-être qu'ils auraient exactement fonctionné pareil parce qu'on ne se rendait pas compte à l'époque. Et donc aujourd'hui, il faut relever le gant tous ensemble et pas se fustiger les uns les autres ni penser que c'est à nous de réparer ou à je ne sais qui de réparer pour les autres. Il faut qu'on trouve des solutions tous ensemble et nous sommes prêts à je crois, enfin vraiment, sollicitez-nous, mais je pense vraiment que les vieux d'aujourd'hui sont tout à fait conscients de ce qu'ils ont peut-être pas été suffisamment avertis, et sont prêts à réfléchir avec vous et à vous aider. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le plan économique, il y a plein de choses à faire, et oui, peut-être que les vieux doivent contribuer plus que les autres sur le plan économique, en tout cas ceux qui le peuvent. C'est tout à fait un chemin envisageable. Vous vouliez réagir, Maya ? Ou on prend une autre question, madame? Oui, merci. Alors, c'est plus une remarque qu'une question, mais sur des sujets un peu sensibles que vous avez abordés de façon différente. Alors, il a été abordé la question de la fin de vie. Et vous cherchez à mobiliser davantage de personnes en même temps sur vos sujets de Conseil national de la vieillesse. Il me semble que le sujet de la fin de vie, c'est un sujet un peu polémique, qui n'attire pas, sur lequel il y a difficilement un consensus. Donc si vous voulez attirer du monde pour parler du sujet de la vieillesse, est-ce que vous croyez que c'est un sujet qui va pouvoir fédérer et par ailleurs, je pense que on a parlé de la solitude, par exemple. C'est Axel Kahn, notamment, qui disait que les gens qui ne voient plus forcément d'intérêt à vivre, c'est souvent soit parce qu'ils souffrent physiquement, d'une façon très forte, soit qu'ils souffrent effectivement de solitude. Et du coup, est-ce que ce n'est pas ces sujets-là qu'il faut travailler en priorité, plutôt que la question de la fin de vie? Voilà. Alors, au Conseil national autoproclamé de la vieillesse, nous sommes à peu près 1000 actuellement. Et la première chose que nous avons faite, c'est d'identifier les questions, les principales préoccupations de tous ces gens, de nous 1000. Et la fin de vie est sortie comme un sujet de préoccupation. De la même façon que nous avons travaillé sur l'habitat de demain pour les personnes vieilles, ou sur la mobilité, ou sur l'accès à la culture. Donc voilà, ce n'est pas nous qui choisissons les sujets, et je crois que ce n'est pas totalement bizarre que des gens qui ont atteint un certain âge, et même un grand âge, aient envie de réfléchir sur la fin de vie et sur les conditions du mourir, de leur mourir. L'idée n'est pas du tout qu'ils imposent une
une idée ou une conviction ou une autre, mais l'idée, c'est de dire que peut-être que cette population-là particulière, parce qu'elle a un certain âge, a quelque chose à dire sur cette question-là. Nous allons travailler cette question les 23 et 24 janvier prochains à la Cartoucherie, au Théâtre du Soleil, chez Ariane Nouchkine, qui nous accueille pour travailler ça. Vous êtes les bienvenus, qui vous voulez, que vous soyez jeunes ou vieux, mais en tout cas, c'est une question que nous allons aborder. Même si elle est effectivement clivante. De toute façon, ces sujets-là sont toujours des sujets, comme vous avez vu sur la vieillesse, on n'est pas tous d'accord non plus sur la façon d'aborder ces questions-là. C'est pas grave, ça nous semble intéressant d'y aller quand même. Sur la solitude, oui, c'est une question qui est absolument essentielle. Et vous avez vu la dernière enquête des petits frères des pauvres qui montre que les choses s'aggravent encore. Donc oui, vous avez parfaitement raison. Ceci dit, pour travailler de façon très précise sur le terrain, sur cette question-là, notamment en milieu rural, voilà, on peut dire ça. Mais on peut aussi comprendre, et moi c'est ce que j'entends des personnes vieilles que je vois très régulièrement, que finalement, ils n'ont pas tellement envie de voir énormément de monde à un certain moment ou de rentrer en relation à nouveau. Ils se retirent du monde. Alors, il y en a qui le subissent, il y en a qui sont très isolés, qui le subissent, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément envie d'aller au club du troisième âge ou qu'il y ait des gens qui défilent chez eux qu'ils ne connaissent pas et qui sont bien dans leur monde intérieur et avec la nature tout près et leurs habitudes. Donc, ce n'est pas si simple. Et je pense que, bon, je connais très bien Axel Kahn et je l'ai connu jusqu'à la fin de sa vie. Il était très convaincant quand il parlait d'or. Mais il est mort relativement jeune, si je peux dire, par rapport aux nonagénaires ou aux centenaires dont je vous parle. Et il n'était pas vraiment à risque de solitude, Axel Kahn. Ou alors c'était d'une solitude choisie. C'est ça que je voudrais dire, c'est qu'à partir d'un certain moment, on peut avoir une certaine solitude choisie. Et oui, on peut, au terme de cette solitude choisie, avoir envie aussi, à un moment, de penser que la vie, ça va bien comme ça. Je ne dis pas que c'est fréquent, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis que, voilà, il faut faire attention au slogan. Aller visiter des vieux, faire en sorte qu'ils ne soient pas tout seuls, ce n'est pas si facile de savoir comment il faut s'y prendre et qu'est-ce qui leur fait vraiment plaisir. Je me suis aperçue, par exemple, que les vieux que je rencontre, moi, finalement, ils ont envie de parler avec des gens de leur génération, parce que ce sont les gens de leur génération qui ont le même regard sur le monde, qui ont connu la même chose, qui ont vécu les mêmes évolutions et avec qui ils peuvent le mieux partager. Pas forcément avec la jeune bénévole qui, pleine d'enthousiasme, va venir les visiter. Ils seront contents de la voir une fois comme ça, par hasard, mais ce n'est pas forcément ça qui va véritablement créer un lien important pour eux. Voilà, je ne dis pas que j'ai raison, hein, moi, c'est mon expérience, et je me méfie un peu des façons de socialiser qui sont très artificielles. Est-ce que vous vous sentez seul, Roland, parfois? Seul? Non, jamais. Non, c'est pas... pas de solitude. J'ai jamais eu de problème de pensée noire. J'ai jamais pris de tranquillisant ni rien du tout. Somnifère. Par contre, quand je suis un petit peu seul ou autre, je bois un whisky ou un verre de vin. Ça fait pas de mal à personne. Hein, j'ai jamais fumé de ma vie, donc ça c'est déjà un point important. C'est pour ça que je dis ce que j'ai déjà dit, mais ça se prépare. Tout ça, c'est un peu en fonction de la vie de tous les jours et de tout temps, qu'on soit à 20 ans ou 50 ans, on peut, si on est le tabagisme, mon père était déjà contre le tabagisme, et si vous voulez, on sait que c'est grave et que ça conduit à un désastre. Bon, ben, quand on a 60 ans et qu'on vous dit « Ah ben, vous avez un cancer des poumons, il faut arrêter de fumer », ça ne sert plus à rien d'arrêter de fumer. Parce que le mal est fait. Et donc l'aboutissement est là et il n'y a rien à faire. Pourtant, on prévient que ça tue, etc. Donc, on est dans
système, et l'homme est souvent incohérent dans sa démarche. J'arrive pas à comprendre le manque d'intelligence collective de l'homme, de l'homo sapiens dans sa globalité, et il faut absolument, c'est là que je dis, il faut s'inspirer de tout ce qui existe dans le monde. Moi, j'ai eu la chance de le voir, de voir plein de civilisations différentes sur la planète, et on a les ressources possibles. Il n'y a pas que des questions matérielles, d'encadrement. Vous soignez par les médicaments, c'est certain, mais il y a aussi une manière de ne pas se soigner, comme je l'expliquais tout à l'heure, en essayant de s'immuniser de manière saine et quotidienne. Voilà, sans se priver. Hein, c'est pas parce qu'on ne boira pas un verre de vin ou d'alcool fort de temps en temps que ça fera du mal, absolument. Donc, c'est une question de gestion de la personnalité des gens et du lien social qu'il a. Moi, j'aime bien le lien social, j'aime bien discuter avec les gens, et ça me rapporte beaucoup. Vous voyez, là, on s'adapte et on trouve des éléments de discussion qui permettent toujours de revenir au sujet de l'environnement, hein, parce que j'y tiens quand même, hein, et parce que si vous n'avez pas un environnement sain et vivable, eh bien, vous tombez dans la neurasthénie et vous êtes fichu en fin de vie, et très rapidement. Voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et ne pas avoir l'œil fixé sur le vieux qu'il faut absolument soigner, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Pour préparer sa vieillesse. Mais c'est vrai que l'isolement, la solitude, c'est assez, je vais vous donner la parole juste après, c'est assez frappant. Quand on a tourné, nous, dans un EHPAD pour cette série documentaire, c'est pas qu'en milieu rural, c'est pas que quand on vit tout seul chez soi. Au sein d'une collectivité d'un EHPAD, les gens ne se connaissent pas, ne se parlent pas, savent même pas comment ils s'appellent. Est-ce que vous avez expérimenté ça aussi, Maya, en tournant votre documentaire? Cette solitude des personnes âgées, mais même quand ils sont en groupe, finalement. Absolument. C'est ce que Jean me disait, en fait. Jean, il me disait, je suis le doyen de cet EHPAD et je ne connais personne. Je connais vraiment très peu de gens. Mais, et ça rejoint ce que tu disais, Véronique, il n'en avait pas nécessairement envie. Lui, dans son cas, il préférait socialiser avec les gens à la piscine parce que pour lui, ça lui apportait une forme d'énergie. Il avait une sorte de rejet, je ne sais pas si je peux dire ça, mais des personnes, peut-être que ça lui renvoyait une image, en fait, qui ne lui plaisait pas, et donc il ne socialisait pas. Mais je voulais aussi dire que la solitude, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est relié, qu'on en parle beaucoup là sur la vieillesse, mais ça touche aussi les jeunes. On vient de passer 2 ans de Covid, énormément de jeunes, en fait, ont souffert aussi. J'en ai souffert, j'ai trouvé ça très, très dur. Et maintenant qu'on en sort, c'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver un moyen, en fait, de connecter les uns aux autres, que ça soit intergénérationnel, et évidemment les gens qui préfèrent rester seuls ou dans leur intimité, il faut les laisser, il ne faut jamais forcer les gens, mais il faut trouver des façons, en fait, je pense, de tisser des ponts entre les différentes générations. Madame. Bon, du coup, j'ai toujours été sensible à la question de la vieillesse. Et puis, moi, j'ai plutôt envie de vous interroger sur une question, parce que je pense qu'on a failli collectivement sur le sujet des EHPAD. Je me demande comment on a pu arriver au scandale. Bon, je vais pas en parler, mais pour une société tellement avancée, tellement technologiquement forte, avec une richesse incroyable, comment on a pu faillir et comment on se retrouve avec des scandales, avec des EHPAD où en fait la personne âgée est considérée comme un bien, une marchandise. Et maltraitée. Voilà, comment on fait, quoi? Parce que ça c'est une vraie question. Là, on a une opportunité pour se poser des questions, réfléchir, reconstruire. Parce que moi, je vois autour de moi les personnes âgées qui sont autour de moi, et ben en fait, ils ont été tellement... en lisant le livre Les Fossoyeurs, tellement ça a été un choc. Ils ont envie maintenant de s'organiser autrement pour essayer de préparer leur vieillesse au mieux. Alors, vous voulez répondre, Véronique? Puis après, on prendra plusieurs questions parce que l'heure tourne et on en prendra plusieurs pour y répondre. C'est un sujet absolument majeur. Et nous, on prône pour la fin des EHPAD. C'est assez... Et donc tout le monde chez soi? Tout le monde à domicile? Voilà, c'est assez caricatural et définitif, mais il faut savoir ce qu'on veut.
Alors, ça ne veut pas dire tout le monde chez soi, mais ça veut dire travaillons à des alternatives, à d'autres façons de faire. Peut-être des petites unités de vie insérées dans la ville. Regardons ce qui se passe chez nos voisins. Essayons d'inventer des choses, quoi. Mais arrêtons de construire des EHPAD de 200, 300 places. Ça n'a aucun sens au jour d'aujourd'hui. Aucun sens. Ça ne peut conduire qu'à des désastres, comme ceux qu'on a vus. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Une fois de plus, je fais attention parce qu'il y a des EHPAD qui fonctionnent très bien et que de toute façon, pour l'instant, comme vous le dites, on n'a pas tellement d'autres choix. Mais il faut se préparer à avoir d'autres choix. Arrêter de construire des EHPAD neuves et construire d'autres choses et penser d'autres choses. Et pour ça, il faut se mettre à plusieurs pour imaginer des choses. Et ça, c'est un des sujets, évidemment, sur lesquels vous travaillez au Conseil de la vieillesse. Alors, il y a plein de mains qui se lèvent, donc on va en prendre 4 ou 5, on va y répondre, et puis ensuite, on refera une tournée. Alors, madame en noir et blanc. Alors, quand on parle des EHPAD, on est arrivé effectivement à une vieillesse... Mais aujourd'hui, moi j'ai 37 ans, je suis venue avec ma fille qui a 14 ans, je suis déjà vieille pour ma fille. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une société aussi, là on parle des pouvoirs publics, mais il y a aussi une réflexion qui n'est pas menée au niveau des privés, au niveau des commerces. Aujourd'hui, pour aller dans un magasin, on n'a plus de caissière, on n'a plus de... Ce lien social, il n'existe pas que parce qu'on aime les gens, il existe aussi parce qu'on est des humains et que... passer dans une journée, il faut qu'on puisse parler à quelqu'un. C'est pas un bonjour, un sourire, quelque chose. Aujourd'hui, on construit une société où on ne se parle plus, où tout passe par le numérique. Et vous disiez tout à l'heure, madame, qu'on réfléchit plus, qu'on ne réfléchit pas suffisamment à l'intégration de la vieillesse. Mais moi, à 37 ans, je me sens déjà vieille quand je dois aller dans un magasin et me débrouiller toute seule pour prendre la caisse, ne pas pouvoir dire bonjour à quelqu'un. Et je me dis, comment ça se passe pour une personne qui ne travaille pas, qui est chez elle toute la journée et qui n'a pas ce lien social? Ça doit beaucoup manquer en tant qu'être humain. Je viens de comprendre pourquoi il y en a qui font des oreilles de lapin, parce qu'ils se voient à la télé. Alors, il y avait une main, monsieur, qui avait levé la main. Oui, c'est vous, allez-y. On va vous répondre, hein, vous inquiétez pas. Oui, on va répéter. Allez-y. Pardon. Est-ce que... bonjour. Merci pour votre intervention. Et je me posais la question, est-ce que finalement le problème de la vieillesse, c'est pas les vieux eux-mêmes? Je m'explique. Ma grand-mère vient de fêter ses 78 ans. Et la dernière fois, une autre grand-mère passe sur le passage piéton et elle me dit « J'en ai marre des vieux ». Alors là, je lui dis, mais grand-mère, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, ils sont lents, c'est toujours les mêmes sujets de conversation quand on va au restaurant, j'ai des problèmes de hanches, etc. Voilà, et là, je me suis dit, mince en fait, parce que c'est ça la vieillesse. La vieillesse, et même je dirais la mort, c'est ne plus sortir de sa bulle de confort. Alors je comprends, le monde est un univers qui peut être dangereux, mais je veux dire, à partir du moment où on ne s'émerveille plus, où on n'apprend plus de choses, il y a une certaine dynamique qui se perd et qui est terrible en fait. Et je me rends compte, en avançant dans l'âge, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a des choses à apprendre. Et je me dis, à 80 ans, on se dit qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Et il manque ce lien intergénérationnel, de moyens de connecter, comme le disait Maya. C'est terrible parce que nos anciens manquent au maillage aujourd'hui social. Il y a des personnes qui ont des histoires de vie qui peuvent partager avec la jeunesse, qu'on ne peut pas voir. Et il y a de la jeunesse qui a besoin aussi de partager avec les expériences. Et il manque, et on ne peut pas attendre aujourd'hui que ça vienne que de la dynamique publique. Il faut que ce soit nous qui soyons acteurs de ça. Et ça passe par des projets communs, et avec l'envie de s'émerveiller, d'apprendre et de partager. Donc quand j'entends malheureusement qu'à un certain âge, on n'a plus envie de partager, on préfère rester dans l'EHPAD, je me dis, c'est là aussi où il y a un problème. Il faut s'ouvrir à ces nouvelles générations. Je vais juste terminer par ça. Quand on dit, oui, c'est difficile de s'adapter à la technologie. Ma grand-mère, elle est née sans l'iPad. Aujourd'hui, elle se débrouille mieux que moi. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir envie d'apprendre, et c'est cet état d'esprit-là qui fait la jeunesse. Donc on peut rester éternellement jeune, malgré qu'on vieillisse. Merci beaucoup. Madame, allez-y. Oui,
Bonjour, je voulais répondre à la question de la jeune femme précédente qui s'interrogeait sur comment est-ce qu'on en est arrivé à des systèmes d'EHPAD en France. Moi, c'est un sujet qui me passionne, la vieillesse, la fin de vie, les EHPAD, puisque je travaille dans ce secteur-là. Et en fait, je me demande si on vit dans un pays en France, le pays des Lumières, des grandes inventions, du progrès technique, par rapport à d'autres pays. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Notre système occidental a toujours vu le progrès technique comme le fait de repousser les limites de la vie, de la mort, comme étant un progrès. Et pour moi, accepter la mort, ça peut être paradoxal, en fait, dans un pays où justement la mort a toujours été un peu perçue comme une maladie, comme quelque chose d'anormal. Accepter la mort, c'est accepter le risque. Et c'est peut-être aussi la problématique de fond d'un pays qui a toujours réussi à aller plus loin au niveau de la science, au niveau de la médecine, et qui se retrouve aujourd'hui, parce que pour moi, on ne peut pas idéaliser le système africain ou d'autres cultures. C'est pas comparable. On n'a pas des espérances de vie en Afrique ou dans d'autres pays, des espérances de vie qui vont jusqu'à 95-100 ans. Et dans d'autres pays, on n'a pas d'EHPAD aussi parce qu'on n'a pas de grande dépendance. Et moi, je pense que accompagner la grande dépendance, c'est aussi un métier, et que le tout à domicile a ses limites, parce que c'est un métier de pouvoir accompagner une personne qui a des troubles Alzheimer, qui a une maladie neurodégénérative, qui a 97 ans. Voilà, il y a des aidants qui accompagnent, qui essayent d'accompagner jusqu'au bout, mais qui finissent par être épuisés parce que voilà, ça a ses limites. Donc je pense qu'il ne faut pas idéaliser d'autres cultures, et qu'on a aussi des spécificités en termes de progrès technique, de certaines individualisations qui ont aussi ses limites, de flux de mobilité aussi géographique qu'on n'a pas dans d'autres cultures. Voilà, pour répondre un petit peu à cette question. Il ne faut pas tout jeter avec l'eau des EHPAD. Monsieur, et puis on va vous répondre. Alors moi j'ai une question assez directe, parce qu'on parle beaucoup de liens, etc. Moi j'ai 59 ans, et ni trop jeune, ni trop vieux, mais je fais du lien, je vais rencontrer des personnes âgées. J'ai une question qui est directe, c'est que je suis intéressé à 59 ans de basculer vers ce lien qu'on évoque. Je suis très sensible à ce que propose Cynthia Fleury, cette notion d'accompagner les gens chez eux. Et moi ma question est directe, c'est je vais où, je vais comment, où, je vais voir quoi, quel organisme, je voudrais me former à ça, mais je suis absolument perdu je vais sur quel type de formation, est-ce que je dois devenir auxiliaire de vie, qu'est-ce qu'on fait lorsque on veut créer ce lien et contribuer dans une ville à créer ce lien à travers des associations, c'est ce que je fais aujourd'hui. Finalement ma question c'est qu'est-ce que je peux faire si je veux en faire un métier quelque part après 60 ans en fait. Comment je me forme et comment je bascule vers cette activité-là, en dehors de l'EHPAD, en dehors de l'auxiliaire de vie. Voilà, c'est ma question, elle est très générale. Alors, on va faire une deuxième fournée, mais on va d'abord prendre ces 4 questions. C'est le seul débat, je crois, où tout le monde commence par donner son âge en prenant la parole pour chaque question. On va peut-être commencer par la dernière, parce qu'elle est peut-être plus rapide, plus directe. Et les métiers du grand âge recrutent, je crois. Hein, au contraire, on cherche des vocations. Qu'est-ce que doit faire ce monsieur, Véronique? Alors là, il a l'embarras du choix, ce monsieur. Bienvenue d'abord. C'est super que des gens aient envie de se lancer là-dedans. Alors vous pouvez soit aller dans des associations comme les Petits Frères des Pauvres, par exemple, qui vraiment développent des visites à domicile chez les gens âgés et qui sont remarquables et qui proposent une formation à ceux qui veulent les rejoindre. Vous pouvez aussi, bien sûr, adopter le métier d'auxiliaire de vie, et il y a plein de gens qui font ça après un premier métier. Il n'y a pas de saut métier, c'est pas du tout un saut métier, et n'importe qui peut se former à cela. Et si vous voulez d'autres pistes plus petites et plus discrètes, eh bien, je vous invite à ce qu'on en cause après, et je vous donnerai quelques pistes. Ça, c'est la première des réponses. Je continue sur les autres réponses. Oui, sur quoi vous voulez réagir? Sur les EHPAD, peut-être? Non, très vite, peut-être sur les EHPAD après, mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a une jeune
femme qui dit finalement j'ai 37 ans mais je suis déjà vieille, et un jeune homme de 25 ans qui dit je suis jeune mais finalement je me sens aussi, ou plutôt les vieux se sentent aussi parfois plus jeunes que moi ou aussi jeunes que moi, et ma grand-mère se sent aussi jeune que... Voilà. Donc c'est vrai que c'est très relatif ces choses-là, et je crois que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a deux choses importantes. D'abord, il nous semble que nous, les vieux, on a des choses à dire qui concernent toute la société. Et effectivement, quand la société n'est plus suffisamment humaine, quand elle propose plus assez de liens sociaux dans ses commerces, dans ses activités quotidiennes, il faut le dire, quel que soit l'âge. Et si on arrivait à changer ça, ça serait bon pour tout le monde, pas que pour les vieux. Et donc ça, c'est ça que nous essayons de dire, c'est que si nous nous demandons des choses, eh bien probablement ça sera bon pour plein d'autres gens que les plus âgés. Et pareil pour la vieille grand-mère de ce jeune homme là-bas, qu'elle dise aux autres vieux, vous êtes casse-pieds, quoi, parce que vous ne parlez que des choses vieilles, et intéressez-vous aux jeunes et aidez-les. Et moi, je pense qu'on a tout intérêt à faire circuler ce genre de choses. Juste pour vous dire, nous montons l'année prochaine un contre-salon des vieux et des vieilles à Paris. Et l'idée, c'est d'aller à contre-courant de l'idée qu'on a en général de la vieillesse et des relations de la vieillesse avec le reste de la société. Tout le monde peut venir, tout le monde peut faire des propositions d'intervention, tout le monde peut dire « je voudrais que ce sujet-là soit discuté ». Et l'idée, c'est de faire un salon qui ne soit pas le salon habituel des seniors, où on nous vende le doudou qui va nous tenir compagnie parce qu'on est trop seul. Les appareils auditifs. Les appareils auditifs ou les rehausseurs des toilettes, parce que ça, on en a ras-le-bol. Voilà, donc venez au contre-salon des vieilles et des vieux l'année prochaine. Roland, vous aimez bien être avec d'autres vieux ou ça vous gonfle? Non. Tiens. Oui, si. Oui, vous savez, j'accompagne des voyages nombreux. J'ai fait plus de 150 voyages que j'ai accompagnés. Et dans ces voyages, eh bien, j'ai souvent des personnes toujours à la retraite, la plupart du temps, qui ont certains moyens financiers de se payer des voyages un peu partout dans le monde, que j'ai amené. J'ai même fait plusieurs fois le tour du monde, ce qu'on appelle le tour du monde avec une association de voyage qui s'appelle Arévi. Et donc j'accompagne tout ça. Et je suis donc en permanence avec des chikoufs ou des tamalous, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle. Les chikoufs. Ah, tu connais pas ça? Les chikoufs, c'est chic, les petits-enfants arrivent, ouf, ils partent. C'est-à-dire que c'est les chikoufs, et oui. Tamalou, ça, on a compris. Et ça compte énormément, parce qu'on est content de voir les petits-enfants, bien sûr, mais quand ils partent, ouf, c'est plus calme. Donc on retrouve un peu son équilibre d'avant. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes sujets de conversation, c'est ça? Et donc, finalement, non, mais on est dans une société. C'est là que, vous voyez, on ne prend pas assez de recul et on ne voit pas assez le monde dans son ensemble. C'est cette vision que j'ai du monde qui m'incite à faire tout ce que je fais. Et vous savez, à Rio, on a signé une convention, toute la planète s'est réunie, il y a eu d'énormes discours sur quoi? Ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est un équilibre entre le pôle social, dont on parle, puisque nous parlons de la vieillesse, ça rentre dans le pôle social, le domaine économique qui est surdéveloppé, bien entendu, et le domaine environnemental. Tant qu'on n'arrivera pas, et tout le monde, tous les pays, les 178 pays ont signé Rio, ont accepté le développement durable. Ça veut dire le changement de société, équilibrer le social, l'économique et l'environnemental. Tant qu'on n'aura pas un trépied, qui est l'équilibre plan de la gamelle africaine, je reviens toujours à l'Afrique, vous avez 3 pieds. Si un des pieds est plus faible, l'environnement est le plus faible des 3 pieds, eh bien la gamelle se casse la figure. Et nous sommes arrivés là, à ce niveau-là. L'économique a pris, vous avez vu tous ces grands milliardaires qui vont aller sur la Lune et sur Mars, mais alors qu'on n'est pas capable de maîtriser un Covid. Donc il faut arrêter de rêver. Nous sommes dans un rêve absolument dément.
Et donc, tant qu'on ne reviendra pas à ces équilibres, on ne va pas s'en sortir. Donc, et bien sûr, les personnes d'un certain âge sont dans le collimateur les premiers concernés parce que c'est les premiers qui risquent de disparaître. Voilà. Donc, c'est ces réflexions que j'essaye d'apporter dans le livre et qui permettent de prendre du recul. Hein. Je suis pour prendre du recul et réfléchir. Je termine le livre. Est-on prêt à changer de système sociétal? Et là, je me pose énormément de questions sur l'intelligence collective de l'homme. Parce que on va prendre d'autres questions. Ça, c'est important. Voilà, et je me tais. J'arrête là-dessus. Merci. Alors, allez-y. Alors, moi, je suis médecin gériatre, donc je voudrais juste vous faire part un peu de mon expérience. Pays d'Afrique, ok, il faut voir un peu comment est considérée la femme en Afrique qui s'occupe des personnes âgées. Je pense qu'on ne peut absolument pas transposer les choses aujourd'hui en France. Voilà. Il n'est pas question de transposer. On ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est un peu compliqué. Et puis, on ne peut plus voyager comme vous l'avez fait, et je vous envie de pouvoir l'avoir fait. Voilà. Mais on ne peut pas avoir ce genre de discours aujourd'hui. Ensuite, en gériatrie, j'ai travaillé très longtemps à l'hôpital, je suis en libéral aujourd'hui. C'est une jeune discipline qu'il faut développer. Il n'y a pas de... La sécurité sociale, elle ne connaît pas. Elle a juste reconnu qu'il y avait des gériatres, mais en termes de cotation, ça n'existe pas, donc débrouillez-vous. Deuxièmement, moi je m'ennuie jamais. Je vois des gens de 65 ans jusqu'à 101 ans, c'est mon plus âgé, il vient tout seul à pied me voir en consultation. Et je suis tout à fait d'accord avec le discours de Véronique Fournier. En fait, être vieux, c'est pas une maladie. C'est juste que parfois, on peut être vieux avec des maladies, avec notamment des maladies d'Alzheimer qui sont un fléau et ça va être très, très compliqué dans les années à venir. Effectivement, les EHPAD peuvent avoir quand même une place et d'autres alternatives à ce moment-là, mais ça, c'est quand on est malade. Mais quand on est vieux, on n'est pas forcément malade. J'ai des gens qui n'ont jamais vu de médecin à 80, 85 ans, et ils viennent me voir pour faire un point sur leur santé. Et en France, on est nul en prévention. Voilà. Donc il faut, à partir de 30 ans, commencer à perdre ses neurones à 30 ans, prendre soin de soi, manger correctement, faire de l'activité physique, avoir des relations sociales, avoir une stimulation cognitive et culturelle et diminuer son stress. Si vous faites ça, vous allez tous bien vieillir et après, vous aurez peut-être des maladies, parce qu'il y en a qui sont morts du Covid à 20 ans et il y en a qui sont morts du Covid à 90 ans et on va découvrir énormément de choses en termes scientifiques parce qu'on ne comprend pas tout. Préparer sa vieillesse. Attendez, on va prendre plusieurs questions et puis vous réagirez. Alors allez-y, madame. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer par me lever, par respect pour tous les gens qui s'occupent de nos personnes âgées, que ce soit à domicile ou dans les structures, quelles qu'elles soient. Mes deux parents sont maintenant en EHPAD, avec une maman qui a la maladie d'Alzheimer, dans une structure qui n'est pas adaptée, mais qui la prend quand même au mieux en charge. J'ai été profondément choquée avec tout ce qui s'est passé, quand j'ai discuté avec les gens. À ce moment-là, j'ai amené des gâteaux, des chocolats. Je leur ai dit, on est là, on est avec vous. Il y a une dame qui m'a dit, on n'ose même plus dire qu'on travaille là. On a honte. Et ben moi, j'ai eu honte aussi, parce que là, franchement, ça a dépassé. Voilà. Et dans un endroit, en plus, c'est un EHPAD communal, il y a 50 résidents. On va dire que ça, dans le système prévu, ça s'organise. C'est pas top, mais c'est quand même correct, quoi. Voilà. Après, du coup, les anciens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour beaucoup, et dans les très âgés notamment, ils ont connu de vivre avec des façons simples. Ils ne gaspillaient pas l'eau, ils ne gaspillaient pas la nourriture. Peut-être qu'on peut échanger, qui peuvent nous aider aussi à remettre un système qui finalement n'est pas si vieux. Et que les gens, alors effectivement, on rajoute de la médecine, on va rajouter les antibiotiques s'il y a besoin, des choses comme ça, mais peut-être que ça peut faire quelque chose ensemble. Et là, je voudrais boucler avec les autres ateliers de ce matin, où c'était sur la communication, le débat et la participation. Et il a été dit quelque chose d'important qu'on a retrouvé dans l'atelier sur la joie aussi, c'est la joie de faire quelque chose ensemble. Donc à la fois avec des gens du même âge, de la même sorte, ou en intergénérationnel. Voilà. Et merci pour votre initiative.
je vous rejoindrai. Au contre-salon, donc. Oui, au contre-salon. Allez-y, monsieur. Je voudrais réévoquer l'intergénérationnel dans un cadre particulier qui est celui des fêtes de famille. J'ai l'impression que quand il y a des fêtes qui réunissent une grande famille, au sens large, les anciens essayent de trouver leur place et les jeunes, enfin les plus jeunes en tout cas, essayent aussi de savoir comment communiquer avec eux. Et souvent, je vois plutôt des plaisanteries qui se veulent sympathiques, qui ne le sont pas forcément. Et je m'interroge sur le savoir-faire, en fait. Je pense qu'à un moment donné, des jeunes ne savent pas forcément, des jeunes ou même des personnes de 40 ou 50 ans, ne savent pas forcément de quelle façon s'exprimer, comment inclure les personnes âgées dans la discussion, comment recueillir justement leur expérience. Et du coup, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et je voulais savoir si vous avez des pistes pour créer cette éducation, en fait, qui permettrait de trouver plus facilement ce chemin-là. Un guide de la conversation jeune et vieux. Madame ? Oui, je voudrais juste prolonger, peut-être un peu d'une autre façon, mais prolonger ce qui vient d'être dit. Moi, c'est juste un témoignage et une question. Voilà, je m'appelle Clotilde. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 61 ans. Alors, je ne sais pas où vous me situez. Moi, je sais où je me situe. Et je voudrais juste dire que professionnellement, j'anime des formations et j'ai la chance d'animer des formations pour des accompagnants en crèche, donc tout ce qui est petite enfance, et puis d'accompagner aussi des accompagnants en EHPAD et en soins de fin de vie, ce qui me permet d'avoir une vision vraiment sur les deux bouts de la vie. Et plusieurs fois, du coup, ça me permet de regarder pas un côté ou l'autre, mais de les regarder toujours les deux ensemble, puisqu'en plus j'alterne les formations dans la même semaine, j'alterne ces publics-là. Et il y a un mot que vous avez dit à plusieurs reprises, et à chaque fois c'est un mot qui me met un peu mal à l'aise, c'est le mot de la transmission. Parce que pour moi, il y a comme alors ça m'est personnel, mais c'est comme s'il y avait j'ai une représentation de quelque chose que l'on transmet qui va dans la descendance, c'est dans ce sens-là. De haut en bas. Qui va de haut en bas, comme si nous, parce qu'on a plus d'expérience, etc., on serait censé en connaître un peu plus et ça rend naturel le fait de dire quelque chose aux jeunes générations. Et du coup, étant sur les deux côtés, il y a quelque chose, moi, qui m'est venu en me disant, moi, j'ai pas envie de transmettre. C'est peut-être pas l'heure, je sais pas, c'est peut-être un truc comme ça. Mais surtout, je me sens plutôt comme ayant envie d'être un point d'appui. Moi, mon expérience, ma vie, mais tout ce que je fais, c'est un point d'appui pour moi. Et du coup, je me disais que c'est plutôt en termes de point d'appui et du coup, c'est une question que je voulais vous poser. C'est, à votre avis, quelle singularité notre état de vieux peut nous permettre de mettre à disposition comme point d'appui à ces nouvelles générations qui ont tous ces défis à relever, parce qu'eux, ils vont être a priori plus longtemps confrontés à ça que moi, par exemple. Moi, dans 25 ans, 30 ans, peut-être je ne serai plus là, puis eux, ils auront encore à vivre tout ça. Donc comment comment vous voyez les choses, comment est-ce que nous, on peut servir de point d'appui ? Le point d'appui et pas de transmission. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou question qu'on peut prendre ? Allez-y. Bonjour, déjà merci pour vos interventions. Avant de poser ma question, je veux juste répondre rapidement à la personne qui vient d'intervenir concernant la situation de la femme au sein de l'Afrique, enfin en Afrique. Pour moi, sa position, que ce soit au sein de la famille ou dans la société, c'est très respecté. Et c'est différent bien sûr dans chaque pays, mais donc on ne peut pas appliquer effectivement les mêmes propos, mais on peut en tirer le bon. En ce qui concerne ce qui a été défendu par M. Albignac, c'est les enfants, femmes ou hommes, qui prennent soin des vieux dans leur famille.
et comment ils prennent le sujet de la mort. Et du coup, je tiens à préciser que c'est tout à fait le cas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Sinon, à part ça, vu que ce n'est pas le sujet, je veux partager avec vous la manière dont je vois le cycle de vie. Selon moi, celui qui regarde les lois cosmiques de Dieu trouve que le vieillissement est une phase de temps inévitable. Et donc, la vieillesse fait partie de l'instinct du Créateur dans cet univers, de la première cellule vivante qui ne peut être vue qu'au microscope à la création de l'énorme galaxie dans l'espace cosmique. Tout dans l'univers commence par sa création, au stade de l'enfance, et se termine au stade de la vieillesse. Nous le trouvons chez les humains, les plantes, les animaux, les oiseaux et même les objets inanimés tels que les montagnes, les océans, les planètes et même les étoiles. Donc la vie biologique, qui s'appelle la durée de vie, existe en elle depuis sa création. Je vais vous demander de formuler votre question, s'il vous plaît, parce que c'est la fin de cette conférence. Effectivement, mais je veux dire que... Parce que si on refait toute la création de l'univers, on va rester là jusqu'à demain. Oui, non, en fait, la question, c'est là. En fait, je voulais dire que les facteurs du milieu environnant peuvent l'affecter. Peuvent affecter ce cycle de vie. Donc, ma question est, est-ce que pour vous, ces facteurs qui peuvent nous affecter et surtout affecter notre vieillesse sont imposés par la société, ou est-ce que tout se joue en interne entre la personne et elle-même, et les facteurs, c'est à nous de les imposer et c'est nous qui les choisissons. Merci. Merci pour toutes vos questions, pour toutes vos interventions. Je pense que c'était la dernière salve qu'on prenait. On va essayer d'y répondre. Je ne sais pas, alors, quelle est la question qui vous inspire Maya, le guide de la conversation, peut-être vous qui avez parlé avec des personnes beaucoup plus âgées que vous pour faire votre documentaire. Comment on fait pour inclure les personnes âgées, pour trouver la façon de bien leur parler? Oui, peut-être le guide de la conversation, ou comment est-ce que les jeunes peuvent resocialiser avec les personnes âgées. Il y a peut-être eu en fait un écart dans les dernières années, en fait, où les gens je pense qu'on ne s'est pas assez réunis dans les dernières années. On n'a pas assez, je ne sais pas pour vous comment c'est dans votre famille, mais moi je sais que dans la mienne, pendant très longtemps, en fait, on a été très éloignés. Et je pense que maintenant, il est important de recréer le lien social. Et en fait, c'est en habituant les jeunes, en fait, en ramenant les jeunes, les adolescents, en compagnie des personnes âgées, le lien va se recréer de manière, je pense, assez naturelle. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut donner des cours, parce que je pense que c'est quelque chose, en fait, qui est intuitif, en fait, qui est inné au fond de nous, mais c'est juste que pendant les dernières années, on a été très, très éloignés les uns des autres, et maintenant, il faut se rapprocher. Véronique, peut-être sur... si vous voulez réagir à d'autres, vous réagissez à d'autres, mais ces deux questions sur comment les personnes âgées peuvent être un point d'appui pour les plus jeunes, et puis est-ce que les facteurs qui affectent la vieillesse sont innés, si j'ai bien compris votre question, ou imposés par la société? Alors, sur la question sur les forces que peuvent proposer les vieux aux plus jeunes et servir de point d'appui est très intéressante et nous préoccupe nous aussi. C'est un des sujets sur lesquels nous avons l'intention de travailler pour le futur, après celle de l'argent, qui est pour nous la prioritaire pour l'instant. Des choses simples, par exemple, la violence. Il y a aujourd'hui un niveau de violence dans l'interaction dans la société très élevé. Voilà, on est tous d'accord avec ça. Une façon de se parler, une façon de s'invectiver, une façon de faire polémique, une façon de parler dans les médias, une façon de parler sur un plateau de télévision, dans une émission, etc. Il nous semble que c'est quelque chose qui nous agresse plus avec l'âge que plus jeune, et que peut-être nous avons quelque chose à dire là-dessus, à essayer de faire passer. Descendons ensemble le niveau de violence collective et de façon de communiquer entre nous. Ça, c'est quelque chose probablement que nous pouvons apporter à la société. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Un deuxième exemple, le rapport au temps. On n'a pas le même rapport au temps quand on a le temps et quand on n'a pas le temps. Quand on a 25, 30, 35 ans et qu'on est en train de construire sa vie, d'avoir des enfants, d'avoir un métier, d'avoir une vie conjugale, etc., on n'a pas le temps, on est pressé de partout. Quand on a un certain âge, on a plus le temps. Et ce rapport au temps, ce rapport à la lenteur
nous permet d'être plus disponible à l'autre, plus disponible à l'environnement, plus disponible pour rechercher quel est l'essentiel ou quel est le secondaire. Ça aussi, c'est quelque chose peut-être qui peut être un point d'appui pour la jeunesse et qui peut les aider peut-être à prendre eux aussi à leur tour un peu de recul. Voilà, quelques pistes comme ça, c'est celles sur lesquelles nous travaillons. Il nous semble que nous avons plein de choses à apporter qui pourraient améliorer la vie collective, pas seulement des vieux, mais de tout un chacun. Et sur ce qui affecte notre vieillesse? Alors ça, j'ai pas beaucoup... je pense que le contexte socioculturel est quand même extrêmement important. Voilà, c'est ça que je dirais. Et de ce point de vue-là, je rejoindrais bien la dame qui a dit tout à l'heure, peut-être vous, madame, que c'est vrai que aujourd'hui, nous avons une longévité, un allongement de la vie chez nous qui n'est pas forcément le même dans d'autres pays. Et nous n'avons pas un rapport aux autres, à la relation aux enfants qui est le même. Et effectivement, je ne connais pas beaucoup d'EHPAD en Afrique, par exemple. Ceci dit, moi je pense quand même, monsieur, que le rapport à la vieillesse a changé en Afrique pour y avoir été récemment, et à la mort aussi. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, dans les campagnes africaines, j'ai vu quand même beaucoup de vieux tout seuls. Beaucoup plus qu'avant, parce que comme chez nous, il y a un phénomène d'urbanisation, les gens vont en ville, les enfants quittent la campagne, et les vieux se retrouvent seuls à la campagne. Voilà, oui. Un mot de la fin, Roland, pour voilà, peut-être que vous êtes reconnu dans la question sur il faut préparer sa vieillesse. Voilà, je cherche, si vous voulez, le consensus. Aucune civilisation, aucun système n'est parfait. Donc, je rejoins la personne qui était devant et celle qui a parlé tout à fait derrière, et là, c'est pas calquer une civilisation ou un point de vue, etc. C'est étudier ce système dans le monde et prendre ce qui est bon, ce qu'on a dit. Et ne pas tout prendre, parce qu'effectivement, il y a des choses anormales, etc. Et puis moi qui suis biologiste, vous savez, j'ai traité dans ce document la démographie. Nous sommes 8 milliards d'habitants. Vous savez ce que ça veut dire. Nous étions 250 millions au début de l'ère chrétienne sur la planète. Vous vous rendez compte qu'en 21 siècles, on est passé de 250 millions à 8 milliards. Et les 4 milliards étaient très récents. C'était encore du 1950. C'est pas vieux. Donc, si vous voulez, on est dans une exponentielle démographique, J'ai étudié les animaux, les rongeurs qui pullulent, le campagnol, etc. Ça a été étudié dans plusieurs pays, les populations qui pullulent avec des cycles de 5, 10 ans, 15 ans, etc. Eh bien, vous savez comment elles se régulent, ces populations? Elles se stressent. C'est l'agressivité qui se développe. L'agressivité crée des dérèglements hormonaux. Les dérèglements hormonaux créent l'agressivité, le stress et la mort. Et ces populations dégringolent dégringolent très bas à cause de ces stress. Et j'ai peur que nous soyons dans une civilisation du type pullulation et que, actuellement, pour moi, l'agressivité dont on vient de parler, eh bien pour moi, elle est liée à la démographie qui est galopante et qui s'ajoute à une société qui surconsomme. Si on n'a pas ces éléments en tête pour les modifier, nous allons dans le mur. Et collectivement dans le mur, l'homme disparaîtra, la planète reprendra ses droits comme d'habitude. Voilà. Merci Roland. Attention. Un dernier mot, Maya, avant que tout le monde s'en aille. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, je vais faire ça très court. Je voulais vous remercier. Merci d'être tous présents. Merci d'être restés pendant 2 heures. Merci pour vos questions. Quand j'ai essayé de vendre le film sur 3e âge, les diffuseurs, ce qu'ils m'ont dit, c'est la vieillesse, ça n'intéresse personne. Eh bien, ce soir, on vient de prouver le contraire. Merci. Merci. D'ailleurs, j'avais une citation à vous soumettre pour terminer cette discussion. Elle est d'Anne Baratin, de 1913. « Soyons vieux gaiement pour rendre la vieillesse aimable. Elle a si mauvaise réputation. » Voilà, je vous soumets, on en reparlera l'année prochaine peut-être.